C'est quoi ton film? Matricule 1983, coproduction japonaise-anglaise, film atypique. C'est pas ça, c'est quoi ton film? Matricule 1983, coproduction japonaise-anglaise, film atypique. Je suis là pour vous prévenir. L'État vous ment. Les médias vous mentent. Ce film est super. Il était nécessaire et il est regardable. C'est quoi, Outsider? On dit ça pour deux personnes qui n'ont jamais gagné. Amis hors champ, bonjour et bienvenue dans ce troisième Battle Movie. Aujourd'hui, les deux outsiders vont nous présenter chacun un film. Messieurs? D'abord, je rajoute juste un petit truc. Oui, On l'a pas dit, mais il y a quand même un enjeu à ces Battle Movies, parce que à la fin de la saison, celui qui aura donc le plus de victoires, il se verra offrir des DVD, alors c'est peut-être une collection de DVD par les deux autres. Donc il y a quand même de l'enjeu, attention. Ouais. Messieurs? Jen, Ken, Pan. Putain, je suis vraiment nul à ce jeu. Alors moi j'ai commencé par un film qui a été produit par Disney et DreamWorks. Donc mon film est une coproduction japonaise, anglaise et néo-zélandaise qui a été fait donc dans les années 80 et déjà fait assez marquant. Les deux personnages principaux sont tous les deux des artistes musicaux très connus et ils ont réalisé la bande son du film. Qui déchire d'ailleurs, elle déchire. Alors tout autre registre, moi je vais te proposer un film qui était top 1 dans les flops de l'année 2013. Ça donne envie. Ouais, Bon, il a parlé de fail, donc mon film a eu un fail aussi, parce que donc il était en compétition au Festival de Cannes. Dans la salle, il s'est dit que c'est un film japonais qui avait gagné, donc eux ils étaient déjà tout contents, ils pensaient avoir gagné, c'était pas eux. C'était l'autre film japonais. Oh la loose. Et ben moi je continue dans les fails. Mon film, disons qu'il a été un peu renié par le protagoniste principal parce que c'est un biopic. Il a carrément appelé l'acteur principal qui jouait donc son rôle et qui lui a dit carrément d'arrêter. Le mec a pas accepté parce qu'il avait quand même travaillé pour le tournage, donc ça s'est fait quand même. Ça donne envie. C'est un film de guerre, mais où il n'y a aucun combat, aucune trace de sang, tout est dans la lutte psychologique. Dernier fail. Disons que le film, il y a eu des problèmes de tournage. Et donc il y a deux actrices qui n'ont même pas vu du tout leurs collègues parce qu'en gros elles devaient venir à chaque fois à la fin du plateau quand il n'y avait plus personne dessus pour tourner les pieds des scènes. Quoi. Donc elles étaient toutes seules. D'accord. C'est un film très poétique, dans le sens où donc, toute l'action se déroule dans un camp de prisonniers, mais par exemple il n'est jamais délimité. Tu ne vois jamais par exemple des barrières ou des barbelés. C'est en gros il y a toujours des frontières naturelles qui sont très longues, par exemple c'est l'océan, qui ont vraiment un horizon très éloigné. Ce qui fait que ça donne vraiment un aspect onirique au film, ainsi que la photographie qui est, on dirait, qui est tirée d'un rêve. Donc tout ça, ça participe à l'atmosphère assez étrange, qui s'en dégage, assez fantastique, qui est très rare pour un film de guerre. D'accord. Avant de commencer la mise en scène, je vais terminer par te dire que le film a été réalisé par un grand réalisateur qui a réalisé 2 Twilight. Ça donne envie. Le film, en plus donc d'être un film de guerre assez atypique, il faut savoir qu'il parle d'un sujet qui était encore assez tabou à l'époque, c'est l'homosexualité. Et donc il l'aborde en plus avec des soldats, donc c'est doublement tabou. Ouais. Donc c'est clairement au centre du film, c'est un des enjeux du film, et pour moi il est très bien traité et de manière, donc comme je l'ai dit, assez poétique. Alors moi maintenant j'ai commencé à rentrer dans le vif du sujet. Donc mon film, dans les grandes lignes, ça va parler en fait d'un des premiers lanceurs d'alerte qui va créer Wikileaks, donc Assange, et donc de son compatriote Daniel, j'ai plus le nom, je suis désolé. Et justement on va les suivre dans cette création qui est Wikileaks, tout ce qui va un peu les lier et les délier aussi sur la fin. Mais en gros ouais ça va être l'histoire de Wikileaks. Donc comme j'ai dit, c'est une coproduction de plusieurs pays, mais il faut savoir que ça aussi c'est clairement au centre du film, parce qu'en fait l'action se passe comme je dis dans un camp de prisonniers de guerre, et en fait il y aura toute une opposition entre la culture des personnes qui sont les oppresseurs et ceux qui sont emprisonnés. Et du coup ça va être tout aussi au cœur du film, parce qu'il va y avoir des gros désaccords sur la façon dont un prisonnier doit se comporter dans leur culture, et là où les uns ils vont vraiment fustiger par exemple la résistance, le fait de ne jamais céder, de toujours conserver de l'espoir. Les autres, les Japonais, vont se focaliser sur le fait de se donner la mort plutôt que se sacrifier. Vu que Thomas a terminé, je continue sur ma lancée. Je reprends. Ah merde, vas-y. Donc moi justement mon film il va être ce qui est assez intéressant vu que c'est des lanceurs d'alerte, ça se passe un peu partout dans le monde et en fait dans chaque endroit où ils vont aller tu vas avoir un peu une
une patte de mise en scène, si tu veux. Par exemple, ils vont être à un moment sur New York, ça va être très underground, très punk. Ça va se rapprocher un peu, je vais pas dire la mise en scène de John Carpenter, mais il y aura un peu le même esprit. D'accord, Et après, ils vont bouger dans tout ce qui va être Moscou, etc. Tu vas avoir une ambiance beaucoup plus froide, etc. dans la mise en scène. C'est un film qui est mal aimé. Je pense à mauvais titre, si je puis dire. En vrai, il y a vraiment une recherche dans le film, que ce soit graphique et sonore. Je trouve qu'il est vraiment super et il est noté pas du tout comme il devrait l'être. D'accord. Donc ça aussi, ça se ressent par rapport au chef du camp en fait, qui est pas cruel, mais qui est extrêmement dur parce qu'il suit donc le code du Bushido, qui est celui du samouraï, un petit peu à la manière du film La Voix du samouraï de Jin Jarmusch. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un de très rigide et il est craint autant par les prisonniers que par ses propres hommes. Et pourtant, comme je dis, vu que ça traite de l'homosexualité, il va tomber en fait amoureux dans un sens de un des prisonniers britanniques. Et du coup, il y a toute cette relation qui va transformer en fait les deux individus. Ils vont grandir un petit peu tous les deux, ils vont profiter de cet amour entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que d'un côté il est clairement dégoûté par sa culture et de l'autre il est fasciné aussi par sa façon d'agir et comment il arrive lui à motiver ses propres hommes. Est-ce que tu as encore quelque chose Thomas ou je continue Bon, moi ça va être relativement simple, ça sera juste tu veux découvrir vraiment toute la face cachée qui a motivé WikiLeaks et aussi disons l'histoire des protagonistes de WikiLeaks qui reste quand même intéressant. C'est grâce à eux qu'on a beaucoup de lanceurs d'alerte, ce qui a suivi Snowden, etc. que c'est un excellent film. Je te conseille vraiment de le regarder, même si la bataille est perdue. C'est trop jeune. Je tiens aussi à préciser que c'est la première apparition de Takeshi Kitano, qui jusque-là était complètement inconnu en Europe, qui est un réalisateur très connu au Japon, qui a fait beaucoup de films. Je tiens à préciser aussi qu'il y a certaines scènes assez marquantes, par exemple, qui me sont restées en mémoire, où en signe de contradiction, enfin de paix, et pour dire qu'il n'accepte pas les sévices infligés par l'ennemi, il va manger à un moment des fleurs, enfin le protagoniste principal va manger des fleurs. Enfin, tu vois, ça donne vraiment tout un aspect très poétique au film, hein, je le répète parce que c'est très important, c'est clairement la pièce essentielle. Et il y a aussi plusieurs sévices en fait corporels qui vont être infligés, mais toujours de manière assez poétique. Par exemple, il va être enterré il va être enterré dans le sable avec juste la tête qui dépasse et par exemple soumis au soleil ou ce genre de choses, mais toujours c'est filmé de telle façon que ce soit joli en fait à regarder. Ce qui est assez rare pour un film où il y a des sévices, où il y a des tortures. Et je tiens à noter que la fin, elle transmet, je terminerai là-dessus, elle transmet une note d'espoir. Parce que contrairement à des films assez pessimistes sur la guerre ou sur la torture, celui-là il montre que malgré les différences culturelles qu'ils peuvent avoir, au final ils vont quand même réussir à se comprendre dans un sens et à se respecter. Pas forcément à changer, mais à apprécier l'autre en fait. D'accord. Et je terminerai donc là-dessus. Je veux juste savoir le nom des films et tout ça, et puis... Vas-y, ça. Bah, moi c'était le 5e pouvoir. D'accord, Donc, ouais. Ça je connaissais le nom, mais j'ai jamais... voilà, vu en le gros film, c'est le film sur Julian Assange et sur WikiLeaks. Je pense que tu le savais depuis tout à l'heure, vu que je fais que dire oui, ça. désolé, en plus, j'en ai déduit. Et du coup, moi, mon film c'est Furio, mais le titre originel c'est Merry Christmas Mr. Lawrence. D'accord, ouais. Et en fait, bon, je connaissais pareil de nom, mais jamais vu. La traduction en fait est un peu foireuse parce que Furio, par contre, ça veut dire prisonnier en japonais, donc c'est pas totalement déconnant, mais je trouve que le titre anglais est largement plus stylé. D'accord, ouais. Et donc la bande son a été faite par Sakamoto, donc qui est un artiste musical hyper connu au Japon et qui d'ailleurs continue à faire des bandes son. C'est lui qui a fait celle de The Revenant par exemple. Ouais. Et elle est vraiment belle. Il joue dans le film. Donc. Ouais. Il a l'un des rôles principaux. D'accord, ok. Et celui qui est en face de lui, c'est David Bowie. J'allais dire, je sais pas pourquoi je sentais Bowie. Et c'est clairement sa meilleure interprétation, même si je l'adore de toute façon en tant qu'artiste et en tant qu'acteur, mais pour moi c'est une de ses meilleures interprétations clairement. Meilleur que l'homme qui venait de... Je sais plus qui l'homme qui venait d'ailleurs. D'ailleurs, oui, c'est ça. Maintenant c'est à toi de choisir. Bon... Bah après, moi, je serais... Le problème, c'est... Enfin... Je dis pas que le 5e pouvoir est mauvais, mais... non, c'est pas ça, mais c'est que moi, après, tous les films sur les lanceurs d'alerte, on va dire, je ne serais pas vraiment sensible à ça. Ce sera plus, par exemple, les documentaires, tout ça, qu'un film. Après, j'ai jamais regardé, ça m'intéresserait pas. Il y a un documentaire qui est sorti, genre, je crois. Non, mais ça sert à rien, t'as perdu. Je rigole. Il y a un documentaire qui est sorti un an avant, justement, que le 5e pouvoir, et en gros, qui était plus, on va dire, centré. En fait, c'était moins romancé, c'était vraiment centré sur l'histoire de ce qui s'est passé. Et Assange a accepté le documentaire, mais pas le film. D'accord, ouais. Après, je dis pas le film, ça m'intéresse quand même la façon dont tu me l'as vendu. Mais. Oui.
Pour moi, François, c'est le vainqueur. Après, je serais un peu, comment dire, le Furio m'attire beaucoup plus que le cinquième pouvoir, même si le cinquième pouvoir... Non, mais le cinquième pouvoir, après, honnêtement, ça m'attire quand même pour regarder. Mais après, voir David Bowie dans un rôle ex aequo à celui de l'homme qui venait d'ailleurs, ça me... Après, c'est ta cam, clairement. Oui, c'est ça, c'est le problème. J'accorde la défaite. Le troisième Battle Movie est terminé. Nous, on se dit à la prochaine. On va revenir avec une édition peut-être un petit peu spéciale. J'espère que ça vous aura plu. On est à court de pellicule. Ciao les gars. Ciao. Bonjour, Clément, toujours. Bienvenue sur ce troisième Battle Movie.